On se retrouve aujourd'hui pour le wrap-up du mois de septembre. Comme vous l'entendez, j'ai le nez un peu bouché puisque moi aussi j'ai été attaquée par la crève qui est ambiante. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, on va commencer tout de suite. Sachant que j'ai fait beaucoup de vlogs en septembre au sujet de la rentrée littéraire, la majorité des livres que j'ai présentés, vous en avez déjà entendu parler et si ce n'est pas le cas, je vous laisse aller regarder les vlogs qui ont eu lieu pendant cette temporalité. Lors du mois de septembre, j'ai terminé January's de Olivier Blake que j'ai eu grâce à NetGalley Angleterre. Ce livre, c'est un recueil de nouvelles, de contes, au sujet à la fois des liens que l'on tisse, des histoires d'amour, des romantaisies, du deuil, de la place des femmes. C'est vraiment un univers de fantaisie à proprement parler. Il y a des créatures fantastiques, des loups-garous, des sorciers, des vampires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre se répartit en 4. Il y a donc les 4 saisons. Le problème que j'y ai trouvé, c'est que ces 4 saisons n'étaient pas incarnées. Que ça soit l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, il y a une ambiance, une atmosphère qui se dégage. Et en fait, les histoires se sont avérées être assez similaires les unes entre les autres. Il y en a très peu qui se sont démarquées. Et donc, j'avais un peu l'impression de relire la même chose constamment. Alors peut-être que c'est parce que je suis pas hyper renseignée, ou du moins je me suis pas assez avancée dans la fantaisie, dans la romantaisie pour y trouver quelque chose de novateur à chaque fois. Pour autant, j'ai adoré la plume et je trouve qu'elle a un sarcasme qui est très très appréciable. Ça manquait un peu de profondeur sur certaines histoires. Pour autant, elle arrive très bien à allier la douceur, la poésie et le sarcasme, encore une fois, le cynisme. Donc, si c'est une autrice que vous appréciez, je vous invite à aller le lire lorsqu'il sera paru en français ou si vous lisez en VO. Ensuite, dans un vlog consacré à la rentrée littéraire, j'ai lu Cœur d'amande de Yasmina Quadra. Yasmina Quadra, j'avais lu il y a quelques mois Ce que le jour doit à la nuit, que j'avais beaucoup aimé. Et il a donc sorti un nouveau livre lors de cette rentrée littéraire qui s'appelle Cœur d'amande. Dans ce livre, on suit Nestor. Nestor, c'est un petit garçon qui a été rejeté de la part de ses parents à cause de son anisme. Et il vit donc avec sa grand-mère qui lui porte un amour sans faille et lui rend bien. Et sa grand-mère est passionnée de littérature, en particulier de Kessel, qui est donc l'auteur de Le Lion. Et Nestor apprend la littérature à travers elle, mais il est surtout passionné par la relation qu'il a avec elle, c'est-à-dire que c'est ça qui le porte dans la vie. Il est aussi porté par toutes les personnes qu'il rencontre dans le quartier, de toute nationalité. Que ça soit les petits vendeurs à la sauvette, que ça soit les personnes qui n'ont pas encore de papier, le vieux du coin de la rue, c'est vraiment une vie de quartier qui est décrite dans ce livre à travers ce personnage d'enfant très très naïf. Ce qui se passe, c'est que la grand-mère de Nestor tombe malade à, je dirais, un tiers ou la moitié du livre, et elle finit en maison de retraite, et Nestor refuse de la voir descendre au niveau de ses capacités. Et il va décider d'écrire un livre pour qu'elle soit fière de lui. Et en fait, c'est ce que je disais dans mon vlog, c'est que on a ce regard d'enfant très naïf dans le nord de la capitale, avec une femme qui est la figure maternelle. Je pense que si vous m'entendez donner ces petits éléments, vous ne pouvez que penser à La vie devant soi de Romain Gary. Alors certes, on n'est pas avec Momo, avec Madame Rosa, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. J'ai pas pu m'empêcher en fait de faire un comparatif, et c'est ça qui a porté préjudice au bouquin, d'autant plus que ce que j'avais déjà aimé dans le livre précédent de Yasmina Quadra, c'était le lien qui était fait avec les amis, avec les amitiés qui étaient créées. Il a vraiment l'art de montrer l'attachement au niveau amical et totalement dénué de désir sexuel. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Le truc, c'est que la fin finit sur un autre ton que j'ai trouvé assez incohérent avec le reste. Donc ça me restera pas très longtemps, c'était une très belle fable, mais il m'en fallait plus. Dans ce même vlog, vous avez vu que j'ai lu Les éphémères de Andrew Hagen. Dans ce livre, on est en Écosse à l'été 86. On suit un groupe de jeunes qui viennent tout juste d'avoir leur bac. Ils sont tous issus de la classe ouvrière et ils décident d'aller fêter la fin du lycée dans un festival de musique à Manchester. On y rencontre surtout les deux personnages principaux qui sont Tully et Noodles. Noodles étant le narrateur. Et dans cet écrit, qui est séparé en deux, on a donc la première partie qui se passe à Manchester, dans ce festival de musique, où ils sont pleins d'espoir et où ils respirent la liberté de la jeunesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. On pense forcément à toute la musique new wave, au rock, au punk, qui y vivait, qui était. Et tout ça, ça se passe aussi pendant le régime Thatcher. Ils ne se retrouvent eux-mêmes que dans ce climat-là. Donc vraiment, la première partie, j'ai adoré. Cependant, je marquerai que le gouvernement Thatcher est vraiment en toile de fond et que je l'ai très très peu senti, mais c'est aussi une volonté de l'auteur, je pense. Et dans la seconde partie, on va donc suivre Noodles qui reçoit un appel de Tully qui va un peu bouleverser sa vie. Comme je le disais dans le vlog, la première partie m'a beaucoup plu. Toute cette ambiance m'a vraiment fait plonger dans tout ce que j'aimais quand j'étais adolescente.
c'était très immersif, c'était très vif, et j'avais vraiment la sensation d'être avec ces jeunes. Mais le truc c'est que la seconde partie change totalement de ton. Elle était trop longue à mon goût, et j'aurais préféré qu'on allonge la première et qu'on réduise la seconde. Les questions qui sont posées sont ultra importantes, et dans un cadre beaucoup plus grand que l'Écosse ou l'Europe en règle générale. Je vais pas tout vous révéler parce que sinon ça serait du spoil, mais c'est vrai qu'on traite de problématiques qui sont très très contemporaines, qui sont encore interrogées aujourd'hui. Et ça c'était intéressant, sauf que j'ai pas aimé la manière dont ça a été fait, que ça soit par le rythme de l'histoire, mais aussi par la scène de clôture. C'était une volonté de l'auteur à mon avis de rendre ça hyper beau, mais là c'était vraiment trop candide pour moi. On sait que ça va entre guillemets se finir mal, mais que ça se finira plus tard que la fin du roman. On n'aura pas l'occasion de voir ce qui va mal se passer, mais on sait que ça va advenir. On finit le livre sur un moment d'espoir. Et en soi, c'est plutôt joli, là encore. Mais ouais, pour moi, ça m'a vraiment fait penser à la scène de fin de The Breakfast Club. Pour les personnes qui l'auront lu, vous comprendrez sûrement ce dont je parlais. C'est un bon livre, j'ai bien aimé la plume, hein, mais il y a eu quelques lacunes qui ont fait que ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Dans ce même vlog, j'ai lu Salon de beauté de Quentin Zution, qui est adapté d'un livre. Dans ce roman graphique, on voit un homme qui tient un salon de beauté. Dans ce salon de beauté, il est aussi accompagné d'amis à lui, qui font tous partie de la communauté LGBT. Et dès le début, on voit que certains de ses amis commencent à développer des écailles sur leur corps. Voyant que le nombre de malades commence à grandir de plus en plus, il va décider de transformer ce salon de beauté en centre d'accueil pour les personnes qui tombent malades. J'en ai déjà parlé dans le vlog et puis il est passé à diverses reprises sur les réseaux sociaux. Ce livre, c'est une métaphore de l'épidémie du sida. Et je trouve qu'il y a un apport qui a été fait de la part de Quentin Zution parce qu'il y a un regard assez contemporain. Et le fait de le publier et de l'adapter en 2024 pour un grand public, c'est tout à son honneur parce que ce livre a été écrit il y a quelques années, je crois. Et ça permet de remettre ce sujet sur le devant de la scène parce que de plus en plus de jeunes ne se protègent pas et que c'est encore un problème de société. Au-delà du sujet qui est extrêmement important, les graphismes le servent vraiment. Donc faites-vous dépister, allez vous faire tester, protégez-vous et lisez cette bande dessinée. On passe au vlog suivant que j'ai posté sur la rentrée littéraire. J'ai lu Only Lover Left Alive, fiction d'anticipation avec des adultes qui sont en proie à une épidémie de suicide et donc ce sont les adolescents qui doivent se sustenter tout seuls, sans figure d'autorité. Donc comme je l'ai dit dans le vlog, c'est un livre que j'ai relativement peu aimé. Le traitement des personnages féminins m'a énormément déplu parce qu'il y a une sexualisation des adolescentes. C'est aussi dû au fait que ce livre ait été écrit dans les années 50-60, donc forcément il n'y avait pas le même regard, il n'y avait pas les mêmes interrogations. J'ai trouvé les personnages assez vicieux, ce qui était volontaire de la part de l'auteur, mais moi ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Même la plume aurait pu rattraper le tout, mais je l'ai trouvé vraiment vulgaire et abrupte. Même la fin m'a été désagréable parce que on a eu de la violence pendant tout le long du livre et la fin se veut être un retour au calme après la tempête. Et en soi, je comprends l'idée, mais du coup, ça fait que c'est retombé comme un soufflé. Ouais, non, moi j'ai pas du tout adhéré. Je suis déçue. Si vous aimez pas les descriptions d'adolescentes où on se focus sur certaines parties de leur corps, je vous conseille de passer votre chemin. Par contre, dans ce vlog, j'ai lu un livre qui m'a fait tellement rire et qui m'a réjoui. Après celui-ci, il s'agit de Kif Kif hier de Faiz Hagen. Faiz Hagen, en 2004, elle a sorti un livre qui s'appelle Kif Kif demain, qui racontait les histoires de Doria en banlieue parisienne. Ce livre, ça a été l'un des best-sellers de 2004. Et pour le coup, je ne l'ai pas lu. Pas encore, j'espère le faire très bientôt. Et ici, on retrouve donc Doria, qui a désormais 35 ans, qui s'en va vers la quarantaine, qui est mère, monoparentale, qui se pose beaucoup de questions sur la société dans laquelle elle vit, sur le contexte dans lequel elle vit. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la critique du racisme, de la gentrification des banlieues parisiennes, l'humour, le langage très oral, très décomplexé de Faiz Hagen. Et je sais que c'est pas une autobiographie, mais ça semble tellement palpable, tellement réel, que j'ai adoré ce livre. Il y a une petite partie où je pense que pour certaines personnes, ça sera un petit peu redondant, parce qu'elle a un procédé très très répétitif, qui est l'humour 1, Doria 0, etc., etc. Elle fait souvent appel à son propre compte Instagram au sein de son écrit, mais c'est comme si elle avait une vraie discussion avec une copine, de manière assez agréable en fait. Il y a des livres qui se veulent drôles, et qui ne le sont pas. Et il y en a qui le sont malgré eux. Et même si elle évoque des problématiques qui sont ultra compliquées à traiter, vraiment des choses qui nous sont pesantes au quotidien, si on regarde l'actualité, eh bien elle a une manière de les amener de façon très décomplexée, que ça nous amène un petit peu de réconfort, je trouve. Vu que le traitement est pas identique à ce qu'on voit en règle générale, tout de suite on se sent compris, on arrive à prendre de la distance, je crois. Si vous avez envie de découvrir
sa plume et surtout de vous faire du bien parce que je trouve que ce livre est vraiment quelque chose de très joyeux, mine de rien, même si ça évoque des problématiques qui nous sont inhérentes, palpables à l'heure actuelle, notamment la précarité, l'inflation. C'est traité à notre hauteur en fait. Je trouve que ça permet de dédramatiser un peu les choses. Le seul point négatif que j'aurais à donner, c'est que sur les 30 derniers pourcents, elle va beaucoup parler de son ancien compagnon qui est le père de son enfant et qui est parti. Et elle va surtout retracer donc la vie de cet homme et ce qu'elle a vécu avec lui. Et en fait, c'était la partie qui m'a le moins intéressée. Et je comprends que ça soit le sujet qu'elle ait voulu traiter, mais pour le coup, j'ai été beaucoup moins attachée. C'est le seul point. Sinon, j'ai adoré. Mais je vous invite encore une fois à aller regarder le vlog où j'en parle. De même, pour À l'ombre de Winnicott, duquel j'ai parlé dans le même vlog, c'est le dernier livre de Ludovic Manchette et Christian Niémec. C'est un livre gothique, qui a des accents de gothique du moins. Ici, on va suivre Viviane, qui est une Française qui va arriver dans une demeure dans les années 30 en Angleterre et qui va devenir la préceptrice d'un petit garçon qui s'appelle George et qui est aveugle. Les parents ont acquis cette demeure dernièrement et il se trouve que dans cette demeure, il y a une légende, des légendes même, quant aux anciens habitants qui seraient morts et donc il se passe de plus en plus de choses très étranges dans cette maison et on va essayer de prêcher le faux pour trouver le vrai. J'ai adoré suivre les personnages et ce qui est vraiment intéressant et ce qui m'a vraiment plu en fait, c'est qu'ils arrivent très bien à allier l'aspect angoissant ou les accents angoissants parce que ça fait pas peur du tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ambiant avec les relations entre les personnages. C'est vraiment les interactions entre les personnages que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'affection entre la préceptrice et le petit garçon, entre les parents et le petit garçon, étonnamment aussi, au fur et à mesure du temps, ça s'est installé et j'ai beaucoup apprécié. Le seul point négatif, c'est la bêtise qui a été retranscrite ou du moins la grossièreté qui était retranscrite dans les caractères du personnel, l'analogie entre le physique des personnages et leur comportement, ça c'est le seul point qui m'a un peu déçue. La fin a pas été celle que j'attendais. C'est vrai que je pensais qu'il allait avoir un retournement de situation, c'est pas le cas mais pour autant c'était pas trop décevant. Quoi qu'il en soit, je sais que c'est le premier qu'ils font dans cette ambiance-là et je trouve que c'est plutôt réussi. Donc je vous invite à le lire, surtout dans cette période d'automne auquel ça se prête beaucoup. Ensuite, j'ai passé au livre dont j'ai parlé dans mon vlog sur ma To Be Read de septembre. Dans ce vlog, j'ai commencé avec Blue Sisters de Coco Mellors qui est sorti il y a quelques mois en Angleterre et qui vient tout juste de paraître aux États-Unis. Dans ce livre, on suit 3 sœurs qui viennent de perdre la 4e. Elles vivent toutes aux 4 coins du monde. Il y en a une qui est avocate à Londres, il y a l'autre qui est mannequin à Paris et il y a la dernière qui est une ancienne championne de boxe à Los Angeles. Celle qui est décédée était toute jeune. Et ça fait 1 an qu'elle est décédée. À l'anniversaire de sa mort, leur mère leur envoie un mail leur disant « Je vais vendre l'appartement dans lequel on a vécu, donc venez toutes reprendre vos affaires. » Et donc, à travers cette histoire, on va retracer leur vie, leur trauma, la manière dont elles ont eu affaire à leur deuil, la relation qu'elles entretenaient avec leur sœur, la relation qu'elles entretenaient entre elles. Et ça va parler de trauma, d'addiction, de transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que les traumas que les parents ont, on doit aussi les gérer de notre côté si eux-mêmes ne l'ont pas fait avant. C'est un livre bien sûr sur le deuil et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup émue. Très différent de Cléopâtra et Frankenstein parce que là on se concentre beaucoup moins sur les relations amoureuses, même si il y en a quelques-unes. Je trouve que c'est un livre qui est très très doux, très subtil dans la plume comme ça a déjà été le cas avec Cléopâtra et Frankenstein. Mais ici, et je le disais dans le vlog, c'est beaucoup moins subversif. Je crois que le deuil est un sujet sur lequel on est tous à peu près d'accord, et les relations entre sœurs sont très très bien décrites, très très bien retranscrites. Ce qui est assez intéressant, c'est que on voit aussi qu'on ne peut pas sauver les êtres qui sont autour de nous et qui ne veulent pas l'être, que ce n'est pas aussi simple de sortir de certains travers très compliqués que l'on peut avoir. C'est un parcours de résilience, mais pas au sens néolibéral qu'on entend, au sens vraiment de faire corps les unes entre les autres pour pouvoir s'aider mutuellement à s'élever. Il y a toute une réflexion aussi sur le lien entre sœurs et qui l'on décide de devenir. Le fait que dans une famille finalement on ne choisit pas les personnes avec qui l'on est, ça rejoint très bien le précepte on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis. Ici ça serait plutôt traité sous l'angle justement de devoir faire relation avec sa famille. Pourquoi on souhaite ne pas le faire pendant un temps, peut-être s'y retourner plus tard. Voilà, c'est un livre qui est très émouvant. Et je tiens à dire que pour les personnes qui n'ont pas aimé Cléopâtra et Frankenstein, eh bien vous pouvez quand même vous lancer dans celui-ci, parce qu'il est beaucoup plus doux et beaucoup plus simple d'abordage, je pense.
Ensuite, dans le même vlog, j'ai lu Our Wives Under the Sea de Julia Armfield, livre litfique horreur. Ici, on suit Léa et Miri qui sont mariées. Léa est partie sous les mers dans une expédition sous-marine et lorsqu'elle en revient, elle est totalement changée, que ça soit physiquement ou intellectuellement ou du moins psychologiquement. Et Miri ne la reconnaît plus. Elles vont devoir cohabiter ensemble, même si elles ne savent plus qui elles sont. Même Léa ne se reconnaît plus. Et donc on va suivre leur parcours à travers des souvenirs, à travers le présent, à travers le parcours de deuil de Léa, encore une fois, le deuil, parce que sa mère était malade au moment où elle a rencontré sa conjointe, et on va voir aussi à quel point il y a une analogie entre le travail de deuil pour sa mère, mais aussi le travail de deuil envers cette personne qu'elle a aimée et qui n'est plus là, qui n'existe plus. Ce livre résonne comme un deuil de quelqu'un qui est encore vivant, quelqu'un qu'on ne connaît plus, qui a tellement changé que ce n'est plus la même personne et qu'on ne la retrouvera plus jamais. J'ai un avis plutôt partagé parce qu'il y a des points que j'ai trouvé excellents, que ça soit par la plume ou que ça soit par les métaphores qu'elle employait. Par contre, je trouve que le rythme était très très lent. On sent qu'elle a écrit précédemment des nouvelles. Et il y a quelque chose de moins abouti que ce que j'en attendais. Les chapitres sont alternés entre Miri et Léa, qui reviennent soit sur des souvenirs ou sur le présent, sur la sensorialité aussi de ce qu'elles sont. Et la fin, pour moi, a été très brumeuse. On comprend ce qui se passe, mais ce n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Je pense qu'elle devait, ou elle aurait dû, aller davantage dans l'aspect horrifique de la chose. Moi, on me l'avait vraiment présenté comme quelque chose d'assez sombre, et ça l'est, mais de façon trop légère à mon goût. Donc c'est ça qui m'a fait perdre de l'intérêt au bout d'un moment parce que j'avais toujours la sensation qu'il allait poindre quelque chose qui n'arrive pas et ce processus se répète inlassablement jusqu'à la clôture. Donc c'est ça qui m'a porté un petit peu préjudice. Pour autant, si vous voulez découvrir la plume de Julia Armfield, pourquoi pas. Mais ne vous attendez pas à de l'horreur vraiment très gore. Et enfin, dans ce vlog, dans ceux qui étaient prévus, j'ai lu Welcome to the Yunnan Dong Bookshop de Borum, qui vient tout juste d'être paru en français aux éditions Piquier. Pour le coup, moi j'avais trouvé en occasion en anglais, et donc je l'ai lu dans cette version. Dans ce livre, on suit une femme qui s'appelle Min Jun, je crois, qui décide, après son divorce, d'acquérir une librairie pour en faire un lieu de paix pour les gens qui y viendront. Et dans cette librairie, elle décide aussi d'ouvrir un café. Les premiers mois, elle est toute seule, mais au bout de 3 mois, elle embauche quelqu'un pour être le barista. Et donc ils vont commencer à devenir amis, ils vont beaucoup parler et de littérature, et de café, et de vie, de vision aussi de ce qu'ils veulent dans la vie, de ce qu'ils mettent en avant, et ils vont apprendre à se connaître, mais aussi à se reconnaître à travers leurs discussions, à travers les pérégrinations des personnes qui viendront dans le café. C'est un café qui est un peu à l'abandon, bien qu'elle essaye de le mettre en avant sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un angle que j'ai pas mal aimé, le fait que la littérature prenne aussi corps de cette manière, et aussi une relation qui est assez intéressante au travail d'auteurs et aux auteurs en eux-mêmes qui viennent dans la librairie. Il y a un book club au sein de la librairie, enfin elle essaye vraiment de faire vivre le lieu. On sent cette patte japonaise, des romans très cocons. Moi pour le coup j'ai trouvé que c'était pas trop niais par rapport à ceux que je peux voir passer, mais pour autant au bout de 300 pages ça commençait à faire beaucoup. Je pense que si elle avait réduit même de 50 voire 100 pages, ça m'aurait davantage plu. Dans ce même vlog, je vous ai parlé de Happy Endings de Lucie Brion, roman graphique dont j'ai beaucoup aimé les dessins. C'est 4 histoires à la suite qui vont représenter l'amour sous diverses formes. J'ai adoré les graphismes, j'ai adoré la colorimétrie et j'ai adoré l'histoire du garde-cimetière et du jardinier. Et j'en dis pas plus. J'ai été un peu déçue par l'histoire des agents spatio-temporels. Pour autant, je me pencherai sûrement sur les autres livres de Lucie Brion. Et enfin, dans ce même vlog, j'ai lu Adélaïde, qui n'est pas encore sorti, ou du moins qui est sorti mais qui va être republié dans une autre maison d'édition en Angleterre en novembre. Il n'est pas encore traduit. Mais alors, quand il sera traduit, je vous demande très vivement d'aller l'acheter. Dans ce livre de Geneviève Hüller, qui est un premier roman, on découvre Adélaïde, qui est au milieu de sa vingtaine, qui est états-unienne et qui est venue faire ses études à Londres. Elle rencontre Rory, dont elle tombe amoureuse éperdument, à tel point qu'elle se dévoue, qu'elle se dédie totalement à lui. Elle se perd, peu à peu, à travers cette relation. C'est-à-dire que chaque petite chose qui pourra plaire à Rory, elle le fera. C'est quelqu'un de très serviable, en règle générale, envers ses amis et envers les gens qu'elle aime, mais d'autant plus envers lui. Et au début du livre, on la découvre à l'entrée d'un hôpital où elle demande à être internée pendant quelque temps. Et on se doute que c'est à cause de lui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. À travers ce livre, on va retourner sur leurs relations, sur les relations qu'ils ont eues antérieurement aussi, leurs précédents petits copains, petites copines, puisqu'on va aussi avoir une partie de la vision de Rory. Mais on va surtout être dans la tête d'Adélaïde. Et on va découvrir
pourquoi elle est celle qu'elle est. Est-ce qu'elle va sortir de ça? Et là où certaines personnes dans les sphères anglophones l'ont présenté comme une romance, comme un roman d'amour, non. C'est un roman sur une relation toxique. C'est un roman qui va explorer en fait tous les traumas, toutes les choses qu'on est prêt à faire quand on aime trop, quand on veut être aimé, quand on s'obstine à vouloir être aimé d'une personne en particulier qui ne veut pas de nous. Et c'est servi par une plume qui, oui, est parfois orale, qui, oui, parfois est peut-être mièvre à certains égards, mais qui fait preuve d'un tel cynisme, d'une telle conscience d'elle-même, d'un tel sarcasme. Je pensais pas me retrouver dans cette histoire parce que j'ai pas vécu quelque chose d'identique à elle. Mais Adélaïde, j'ai eu tellement d'empathie pour elle parce qu'il y a des fois où ça m'a rendue folle de voir à quel point elle s'oubliait totalement et elle faisait des actes qui étaient totalement incohérents. Elle le sait que Rory ne l'aimera pas à la même hauteur que quelqu'un d'autre, qu'il ne l'aimera pas tout court, que ça sera que de la relation physique. Mais elle s'évertue constamment pour essayer de capter un minimum de son attention. Le type lui répondra 5 jours plus tard et la reverra que pour coucher avec elle. Mais pour autant, elle va croire que c'est de l'amour parce qu'il va lui porter de l'attention pendant 2 jours, 3 jours et il va disparaître pendant des mois. En fait, pour moi, ce livre, c'est Ghost de Dolly Alderton si ça avait été mieux fait. C'est l'un des livres les plus durs, les plus bruts, les plus vrais et les plus à vif que j'ai eu à lire depuis des mois. Peut-être depuis Cléopâtre et Frankenstein. Sur 90% du livre, j'ai tout aimé. Il y a 2 seuls points qui m'ont un peu dérangée, qui sont en relation avec la santé mentale. Mais je vais rien vous dire parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait lu ici. J'avais peur que une certaine maladie mentale soit mal représentée, mais ça n'a pas été le cas. J'ai peur aussi que certaines personnes comprennent mal cette histoire, donc c'est pour ça que je tiens à vous préciser et à vous souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'amour, mais vraiment de ce qu'on est prêt à accorder pour être aimé. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de trigger warning. Je les mettrai en barre d'infos. C'est pas un livre qui est simple, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé comme vous l'entendez. Donc je tiens vraiment à remercier Ned Gallet Angleterre pour me l'avoir transmis. Et puis enfin, vu que après un énorme coup de cœur comme celui que je viens d'évoquer, on peut pas être réjoui pour tout, eh bien j'ai lu le délicieux Professeur V, qui est d'ailleurs juste ici. Ce livre, je l'avais acheté sur Vinted, donc déjà je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une épreuve non corrigée, donc c'est totalement illégal. Et de 2, je pensais que ça allait être un coup de cœur. Et bien heureusement que je l'ai pas lu pour cette vidéo où j'anticipais mes coups de cœur parce que je l'ai pas du tout aimé. Dans ce livre, on suit une prof de fac qui est mariée à un homme qui est lui aussi prof de fac. Ils ont tous les deux la cinquantaine, soixantaine et ils sont là depuis quelques années. Ils vivent l'un à côté de l'autre. Et elle sait en fait que depuis leur début d'enseignant, il a couché avec plusieurs de ses élèves, mais elle est au courant. Elle était au courant, elle était d'accord. Et il s'avère qu'à la période de MeToo, eh bien il y a eu beaucoup d'anciennes étudiantes qui sont venues dire que cet homme avait eu des gestes déplacés et qu'il ne s'agissait pas de relation mais de viol. Et elle est persuadée que ce n'est pas vrai. Ou du moins, elle s'en bat les reins. Au même moment, eh bien elle va rencontrer Vladimir. Vladimir, c'est son collègue, qui est jeune, qui est beau, qui a tout pour plaire. Tout le monde a envie de se le faire, elle y compris. Je pensais qu'à un moment ça allait tourner, qu'il allait avoir autre chose que des fantasmes de cinquantenaire, qu'on allait même partir sur une sorte de thriller. Alors ça en a des empreintes vers la fin, mais c'est surtout parti en autre boudin. J'ai pas du tout aimé la plume, je trouvais ça vulgaire pour rien. J'ai pas adhéré en fait au message. Ouais non, j'ai pas aimé. Je suis désolée, hein, je vais pas aller plus loin, mais je l'ai terminé il y a 3 jours et en fait, aussitôt lu, aussitôt oublié. Ouais non, j'ai pas aimé. Ciao. Et le dernier que j'ai écouté et dont vous entendrez parler aussi dans un vlog qui n'est pas encore paru, eh bien c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. Donc là on est sur une romance, pas du tout mon style, je sais. J'ai eu grâce à Ned Gallet en format audio, je remercie la maison d'édition audio, je remercie Ned Gallet. Mais je vais vous lire l'avis que j'ai écrit sur Goodreads parce que je l'ai rédigé hier soir. Je pense que j'étais un peu inspirée. Je m'excuse d'avance parce que dans le vlog vous verrez un avis qui sera assez similaire à ces mots-là. Dans ce que j'ai écrit, je me suis un petit peu épanchée et j'ai sûrement évoqué 2-3 choses que j'avais pas dit dans le vlog mais que vous avez toujours pas vu de toute façon. Donc on se lance dedans. Bien qu'initialement peu intéressée par les romances, j'ai voulu me tester à Ali Hazelwood après l'avoir regardé d'un angle médiatique à travers mes études, puisque dans mon mémoire, je l'ai mentionné. Elle est connue pour écrire de la cheat lit dans le domaine scientifique, ce qui est encore le cas ici.
mais aussi et surtout pour son appréciation des scènes de relations physiques très explicites. Là non plus, on ne m'avait pas menti. Si le début était un petit peu bête et assez peu subtil par l'entrée via Marie Curie, oui parce que la protagoniste est fan de Marie Curie, mais drôle et plutôt divertissant, au bout de 50%, la protagoniste m'a été désagréable par son obstination quant à la haine de son love interest. Levi ne faisant que des gestes affectueux à son encontre, le comportement de la personnage en était ridicule. Arrivé à 70%, c'était le drame. Première scène de smut à laquelle je m'étais préparée, ça passe. Deuxième qui arrive quasi 15 minutes plus tard, qui m'a été gênante, et enfin la troisième qui est venue pour m'achever. Ce n'est pas la présence de sexe qui me dérange, mais c'est surtout la grossièreté de l'autrice qui m'a procuré une sorte de répulsion tant j'avais l'impression d'écouter une ado raconter sa nuit de la veille à une copine. Même si je reconnais la volonté de traiter des problématiques telles que la place des femmes dans le domaine scientifique ainsi que du GRE, qui est donc un test de niveau pour entrer dans les études supérieures aux États-Unis, cela n'a été que comme un élément annexe, et je saisis que le sujet du lit n'est pas celui-ci bien sûr, mais l'insertion m'a semblé maladroite. De même pour la passion pour Marie Curie ou le compte Twitter Bonne idée exploité de façon primitive. Ces sujets prennent à la fois trop et trop peu de place et se révèlent assez inégalement traités. La fin, a posteriori du smut bien entendu, a été rushée. La crise des 80% n'avait aucun sens et la naïveté de la narratrice était confondante. Je ne riais pas avec elle, mais d'elle. Je pensais me lancer dans une rom-com et pas un mauvais film qui tourne au vinaigre. Bon, je vous ai même pas fait le résumé, mais en gros, on suit Bee, donc Bee, B-E-E, donc abeille, qui a été dans une université, je crois, d'élite auparavant. Elle est recrutée par la NASA comme contractuelle pour mener un projet à bien, et il s'avère que son collègue est son rival de fac. Vraisemblablement, il semblait la détester lorsqu'ils étaient étudiants, mais alors pas du tout. Je vais pas me pencher, vous vous doutez bien de ce qui se passe, c'est une romance. Je voulais m'y tester, et en fait, vu que j'entends tellement de bien par rapport à Lee Hazlewood, je pensais avoir une belle surprise. Donc je suis mitigée. Il y a des choses qui sont très appréciables, c'est très divertissant au début, mais j'ai pas besoin de connaître la circonférence de l'attribut masculin du protagoniste. S'il n'y avait pas eu le smut, ça aurait suffi en lui-même. Je comprends qu'on ait besoin de décontraction et que c'est ce que demande ce livre, ou du moins ce que procure ce livre. Moi, c'est pas comme ça que je me détends. Je vais m'arrêter là. J'ai déjà trop parlé pour des livres que je vous ai déjà évoqués auparavant. Je vais juste vous parler du film que j'ai vu et très brièvement de la série aussi que j'ai regardé, ou du moins que j'ai terminé. Le film, j'en ai parlé dans le vlog sur ma to be read, il s'agit de Emilia Pérez de Audiard. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ici, c'est une comédie musicale qui est mélangée au thriller, au film d'action, où on suit donc cette femme qui a fait sa transition grâce à l'aide de Rita, qui est avocate, qui est très peu considérée par la profession. Et Emilia Pérez, c'était donc un dirigeant de gang, initialement. Et il s'avère que elle disparaît pendant un temps, après avoir fait son opération, et sa femme et ses enfants ne savent pas qu'elle s'appelle désormais Emilia. 5 ans plus tard, elle retrouve Rita et lui demande de la remettre en contact avec sa famille, sans que pour autant il ne soit au courant que c'est elle. Je sais pas si ça sera très clair, je l'ai mieux expliqué dans le vlog, là j'essaye d'aller un petit peu vite parce que je commence à fatiguer, je dois vous l'avouer. Donc on va alterner entre des scènes de musique et l'intrigue en elle-même. J'étais très tatillonne quant au fait d'aller voir ce film et j'avais peur de ne pas l'aimer parce que Jacques Audiard, j'ai déjà vu plusieurs de ses films. Dans ce même type de film, type action thriller, j'avais vu De battre mon cœur s'est arrêté, que j'ai dû étudier au lycée. Je crois que ça m'a laissé des séquelles. Et ici, en fait, j'ai eu une agréable surprise parce que je trouve qu'il a bien réussi à faire tampon entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout adhéré au côté musical de la chose. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr, les musiques ne peuvent pas être à la même hauteur les unes entre les autres. Cependant, shout out pour la musique et la danse de Rita en costume rouge pendant un gala de charité. J'en dis rien si vous l'avez pas vu, moi c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Par contre, il y a des problèmes de communication entre les personnages que j'ai pas aimé, mais si ce n'avait pas été le cas, par exemple, le fait que la femme ne soit pas au courant qu'il y a une transition qui a été faite, ça semble un petit peu incohérent, mais en même temps il y aurait pas d'histoire si ça avait pas été le cas, bref. Et puis le personnage de Selena Gomez qui semble un petit peu survolté constamment pour tout et pour rien, ça c'est un point qui m'a énervé. Pour autant, je vous conseille d'aller le voir, notamment parce que c'est une actrice trans qui joue un personnage trans. On se réjouit vraiment de choses qui devraient être normales de nos jours. Ne serait-ce que pour ça, je vous conseille d'aller le voir. J'ai aimé le casting, j'ai adoré le personnage de Rita. Vraiment, l'actrice fait un boulot de dingue. Elle s'incarne tellement bien. Il y a tellement d'émotions qui ressortent de son visage, de ses mimiques. Il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées. La place de la femme, la place des communautés trans aussi. Et je me suis pas ennuyée une seconde. Pour clôturer ce wrap-up, j'ai vu Queenie,
qui est donc adapté d'un livre. On suit Queenie qui est une femme racisée en Angleterre qui vit à Londres, qui a beaucoup de déboires amoureux, qui a beaucoup de déboires avec sa santé mentale aussi. On va la voir aussi vivoter à travers ses relations qui sont inégales avec des hommes qui sont déjà engagés ailleurs. On va aussi la voir avoir beaucoup de difficultés quant à la vision de la société envers elle. Ça va aussi beaucoup traiter des relations entre femmes et des liens intergénérationnels dans les familles. On ressent vraiment ce côté très sarcastique qui, derrière ce côté je m'en foutiste, révèle beaucoup de choses très très vraies. Et c'est ça qui m'a plu. Donc voilà, je pense que je lui fais une très très mauvaise pub. Quoi qu'il en soit, il est disponible sur Disney+. La série m'a vraiment agréablement surprise dans le temps. Si vous n'arrivez pas à accrocher aux 2 premiers, ça prend vraiment du corps au fur et à mesure. Comme vous le voyez, je commence vraiment à fatiguer parce que ça fait plus d'1 heure que je tourne. J'espère que ce wrap-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je sais qu'on dit à chaque fois et que ça semble assez mécanique quand on le dit, mais c'est vrai que ça nous encourage vraiment, surtout quand on prend du temps pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous évoquer plein de sujets culturels. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et sur ce, ciao.